La journée se termine par quelques activités calmes dans cette salle d'accueil périscolaire, ce que l'on appelle communément la garderie du soir. Depuis ce matin, nous sommes accueillis à l'école Beaulieu de Lamballe-Armor. C'est l'une des 12 écoles que compte la commune. Nous avons cherché à comprendre pourquoi la Bretagne affiche le meilleur taux de satisfaction de France concernant ces écoles. Regardez ce chiffre. Dans la région, 81% des personnes interrogées jugent que le niveau de leurs établissements scolaires est bon. C'est 9 points de plus qu'à l'échelle nationale. Et dans les Côtes-d'Armor, où nous nous trouvons, ce taux de satisfaction atteint même les 84%. Alors quel rôle le maire et son équipe peuvent-ils jouer pour améliorer l'école de demain? Quelles sont les attentes des administrés en matière d'éducation à 2 mois des élections municipales? C'est ce que nous allons creuser avec nos invités et nos reportages. Et pour commencer, nous sommes allés à la rencontre des agents éducatifs employés par la commune de Lamballe-Armor. Vous allez le voir, les enseignants ne sont pas les seuls professionnels mobilisés auprès des écoliers. C'est un reportage de Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. 8h15 devant l'école Beaulieu. Dans la nuit encore sombre, un homme veille. Regardez bien à gauche et à droite avant de traverser. William Soulabaille ne se met plus en travers de la route pour sécuriser le passage des parents et de leurs enfants. Il préfère que chacun intègre les bons réflexes. On entend regarder à droite, à gauche. Non, regardez à gauche en premier et regardez après à droite. Vous faites de l'éducation. Ouais, c'est ça. Mission éducation aussi pour Laurence Bouteille, employée municipale également. Depuis 25 ans, elle est à Tsem et assiste l'enseignante de maternelle. Alors qu'est-ce que tu veux comme couleur encore ? Un rôle à l'intérieur de la classe, mais aussi à l'extérieur, avec l'expérience depuis quelques mois de l'école du dehors. Une autre façon d'enseigner dans un champ attenant à la cour. Et là, toi, combien tu as de bâtons? 1, 2, 3. C'est bien, tu peux aller les mettre dans le panier. Après les maths buissonnières, découverte du métier de berger, avec Benjamin, ses chiens et ses moutons. Et ça fait du bien de sortir de la classe pour eux, même quand il ne fait pas beau, mais on met les bottes, on met les manteaux et on apprend aux enfants la nature. La nature et le respect de l'environnement, même à la cantine. Ça dans le compost, ça va à la poubelle, et puis voilà, c'est bon. Merci. Nous sommes tous agents éducatifs, que ce soit les personnes qui donnent à manger ou qui s'occupent des enfants à les aider à couper leur viande. On est là tous pour agir, à faire grandir l'enfant, qui devienne autonome. C'est aussi l'objectif des 6 animateurs investis sur le temps périscolaire dans cette école de 225 élèves. On va inspirer profondément, monter les paumes et mains vers le ciel. Que ce soit pour les cours de yoga qu'elle anime, les initiations aux usages numériques ou les projets qu'elle mène avec les élèves dans le champ à côté de l'école, Delphine Lefebvre n'a qu'une intention, sensibiliser au bien-être et au vivre ensemble. Toutes ces questions-là d'apprendre à s'écouter, apprendre à vivre avec l'autre, apprendre à communiquer, ce sont des enseignements essentiels aujourd'hui et qui peuvent aider grandement à améliorer la vie en société. L'école comme lieu d'apprentissage du futur citoyen, pendant les temps de classe, mais aussi dans les moments de vie partagés. Voilà le projet éducatif pour lequel ces agents municipaux se sont engagés. Bonsoir Philippe Hercouet, vous êtes le maire de Lamballe-Armor. Je précise que vous ne vous représentez pas en mars prochain aux prochaines élections. Alors pourquoi une mairie a-t-elle intérêt à mener une politique éducative ambitieuse et donc forcément coûteuse ? L'intérêt, il est simple, il est évident. C'est d'abord pour l'enfant. Et l'enfant, c'est travailler avec les enfants, ensemble, en groupe, et se préparer à la vie de citoyen. Donc, accepter les différences et donc se préparer à une vie citoyenne, une vie agréable, une vie où on partage avec les autres et une vie où on a moins d'agressivité, moins d'incivilité, des enfants plus polis, plus respectueux, plus ouverts. À Lamballe-Armor, vous consacrez 20% du budget municipal pour les 12 écoles que compte la commune. C'est beaucoup. Est-ce que malgré tout, vous avez dû renoncer à certains investissements ? Alors c'est beaucoup effectivement, mais derrière tout ça, il y a beaucoup à faire. Sur 8 écoles que nous avons, nous savons que notamment pour la rénovation énergétique, c'est un enjeu énorme. Donc on a fait un plan prévisionnel, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc effectivement, tout ça va s'étaler dans le temps et en fonction des moyens financiers disponibles. Selon notre enquête, 64% des Bretons interrogés sont satisfaits de l'action du maire de leur commune. Voilà qui devrait vous faire plaisir, d'autant que les Côtes-d'Armor remportent la palme avec un taux de satisfaction de 77%.
Qu'en disent les parents de l'école de Beaulieu? Nous sommes allés leur poser la question tout à l'heure à la sortie des cours. Les enfants, en fait, par classe, sont pas trop nombreux. Donc, il y a une prise en charge individuelle en termes de formation, en fait, qui est plutôt intéressante. Tout le monde se parle. Il y a une bonne équipe d'enseignants déjà aussi. Il y a des parents qui se retroussent les manches, que ce soit au conseil d'école, dans la PE. Et la mairie également est disponible. Nous, on a emménagé dans les Côtes-d'Armor il y a 1 an et demi. Donc avant, on était en région parisienne. Et je vous confirme que ma fille, depuis qu'elle est dans cette école, elle n'a jamais été aussi heureuse. Elle est très bien. Philippe Hercouët, la Bretagne est la région qui dénombre le plus d'élèves scolarisés dans le privé, avec 40% des effectifs. Ici, à Lamballe, il y a 8 écoles publiques, 4 privées. Est-ce que vous leur accordez les mêmes moyens? Alors écoutez, d'abord, il y a un cadre réglementaire qui prévoit que l'investissement dans les écoles privées est fait par le privé et dans les écoles publiques, ce sont les communes. Et pour ce qui concerne le reste, la participation au fonctionnement des écoles, nous participons au fonctionnement des écoles privées sur un montant qui est calculé sur celui que ça coûte dans les écoles publiques. Les enfants peuvent avoir accès à la cantine, aux espaces aussi d'accueil périscolaire, à toutes ces activités, parce que nous tenons à ce que l'ensemble des enfants de la commune puissent s'épanouir de la même façon et en faire des citoyens comme tout le monde. Merci beaucoup Philippe Hercouët. Alors si ce maillage public-privé est souvent mis en avant pour expliquer les bons résultats des écoliers scolaires, une autre particularité, c'est le travail fait sur la scolarité précoce. À Lorient, l'école Bois-Bissonnais dispose depuis peu d'une classe spécifique pour accueillir les enfants de moins de 3 ans. Nicolas Corbard et Johan Etienne ont fait la classe avec ces toutes petites sections. Ça va bien ? Chaque matin depuis la rentrée, c'est un nouveau rituel pour ces enfants de moins de 3 ans. Viens au revoir à papa. La découverte de l'école. Il a ma fille qui a 2 ans et demi, donc je me suis dit qu'en allant à l'école, donc elle va prendre l'habitude de s'associer avec les gens, de partager avec les autres. Donc c'est une bonne idée par rapport à de le faire rester à la maison. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Au total, ils sont 16 élèves. Il y a Zacharia, qui aime bien réparer des trucs, la petite Athéna, très pressée de savoir lire, ou encore Raïm et Shaima, adeptes de la construction et de la déconstruction. Dans cette classe de toute petite section, on s'adapte au rythme de l'enfant. On ne demande pas aux enfants d'être propres quand ils arrivent là, parce que ça peut être une pression supplémentaire pour les parents. On sait bien que travailler ces questions-là dans le collectif, c'est plus pratique. Si un enfant a besoin de redormir dans la matinée, on va le recoucher. Et donc, du coup, ce qui est bien avec ce dispositif, c'est de permettre une souplesse énorme. En Bretagne, 2 écoles expérimentent cette classe réservée aux enfants âgés de 2 à 3 ans, Guingamp dans les Côtes-d'Armor et la ville de Lorient. Les communes collaborent activement à ce projet, comme ici à Lorient en équipant les classes de matériel et en recrutant une assistante pour épauler la maîtresse. L'idée, c'était effectivement d'ouvrir une classe de TPS pour offrir le maximum de chance aux enfants du quartier. Leur donner de plus en plus l'ouverture à l'école, la socialisation, puisque ici, dans le quartier, c'est à peu près 75% des enfants qui débutent la socialisation grâce à l'école. Chaque moment du quotidien est ainsi le prétexte à un apprentissage. On va manger la pomme. J'ai regardé les pépas. T'as regardé les pépas? Oui. Dans ce quartier populaire, l'école permet aussi de déceler d'éventuels problèmes médico-sociaux. Les enfants vont en classe le matin et l'après-midi, l'institutrice guide les parents vers la médiathèque ou encore le centre social. Grâce à cette classe de transition, certains élèves peuvent passer en petite section en cours d'année. C'est la même couleur. Oui. Comment il s'appelle lui? Un cochon. C'est qui? Le cochon, c'est rose. Et il fait... On avait beaucoup d'enfants qui verbalisaient pas du tout, qui rentraient pas en communication. Et donc là, on voit qu'ils sont emparés des mots qu'on a appris, des structures de phrases. Même en termes d'autonomie, on voit... les progrès sont spectaculaires. L'éducation nationale a prévu de doubler le nombre de ces classes de toute petite section à la rentrée prochaine. Au revoir. Plusieurs communes bretonnes ont déjà prévu de déposer un dossier.
Qu'est-ce qu'un maire peut encore faire pour l'école de nos enfants? On va continuer d'en parler tout de suite avec vous, Magali Thomas. Bonsoir. Vous faites partie de l'association des directeurs de l'éducation des villes, l'ANDEV. Alors justement, en septembre dernier, l'ANDEV a publié un baromètre de l'état de l'école primaire en 2025 et un point saillant, c'est l'inclusion des enfants handicapés. Comment les communes peuvent-elles s'engager en la matière? L'inclusion, c'est effectivement le sujet prioritaire qui est ressorti au niveau de ce baromètre. L'inclusion des enfants porteurs de handicap, c'est une réalité dans nos écoles aujourd'hui. Donc il faut trouver des solutions pour les accueillir au mieux. L'ANDEV, elle promeut le fait que 100% des enfants puissent être inclus et trouver une solution éducative. On est loin du compte en fait. On est encore loin du compte, mais la situation évolue et aujourd'hui, on se doit de travailler dans ce sens. Les maires aujourd'hui sont présents dans ce cadre-là. 3/4 des maires des communes qui ont répondu au sondage indiquent mettre en œuvre des moyens et des moyens humains pour pouvoir accompagner au mieux ces enfants, c'est-à-dire des moyens au-delà des taux d'encadrement prévus réglementairement. C'est aussi des locaux qui sont mis à disposition pour les professionnels qui viennent prendre en charge des enfants sur des temps spécifiques, qui peuvent être du temps scolaire ou périscolaire. Et du coup, des maires qui aussi, parfois, vont jusqu'à recruter des chargés d'inclusion dans leur commune. Pour des animateurs spécifiques, en fait. Alors, des animateurs spécifiques et au-delà des animateurs spécifiques, des professionnels en charge de l'inclusion qui vont travailler avec les familles et les professionnels de manière à faciliter le parcours des enfants au sein des équipements de la collectivité. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre encore, le maire, avec son équipe ? Le maire, il a aussi à cœur, en règle générale, d'essayer de former ses équipes parce que les équipes d'animateurs ne sont pas toujours formées à la question de l'accueil du handicap et chaque handicap est différent. Donc, on a à continuer à travailler ça. On doit aussi travailler le partenariat. Et c'est encore un challenge à mettre en œuvre, de travailler autour du réseau, de manière à faire en sorte que chaque enfant puisse bénéficier d'un parcours spécialisé, individualisé, pour qu'il soit le mieux possible au sein de son école. Et de travailler sur ce triangle enseignants, collectivités et évidemment les familles. Merci beaucoup, Magali Thomas. Et justement, le 27 janvier, mardi prochain, plusieurs syndicats d'enseignants appellent à une grève pour dénoncer le manque de moyens dans le premier degré et notamment pour accueillir les enfants à besoins spécifiques. Une autre de vos préoccupations à l'ANDEV, c'est le harcèlement scolaire. Et justement, selon notre enquête, 63% des Français en font une priorité. Dans le Morbihan, l'école municipale de Mélac est à la pointe de la lutte contre le harcèlement scolaire depuis maintenant 7 ans. Comment fonctionne ce programme? C'est ce que va nous montrer ce reportage de Nicolas Corbard et Johan Etienne. Laissez-moi tranquille, dit Arthur d'une toute petite voix. C'est l'histoire d'un petit garçon qui subit les moqueries et la violence d'un camarade de classe. Paul ricane, Arthur serre les dents. Grâce au conte, les enfants de l'école de Mélac sont sensibilisés au harcèlement dès leur plus jeune âge. Et il y avait des amis qui rigolaient de lui et c'était pas très sympa. Du coup, lui, il était un peu triste vu que ça faisait comme si c'était un peu du harcèlement. S'il y a un autre copain qui fait du mal à un copain ou une copine, qu'est-ce qu'on peut faire? Première étape, oser parler, que l'on soit victime ou témoin. Pour cela, les enfants savent à qui s'adresser. Anne-Sophie, alors Christine, on a des personnes ressources dans l'école, des enseignants ou même le personnel de la commune qui ont été formés. On est formés depuis 6 ans à peu près. Et donc les enfants savent qu'ils peuvent venir nous voir. Dès 2019, l'école de Mélac a fait partie des établissements pilotes au niveau national du dispositif phare, le programme de lutte contre le harcèlement. Dans ce protocole, les personnes ressources peuvent aussi être des élèves. Romy, Élise et Malo ont été formés pour être les ambassadeurs de l'école. Si par exemple je vois quelqu'un qui est tout seul, d'aller lui parler et s'il veut en parler à quelqu'un, je peux aller le dire à la maîtresse. L'année dernière, leur classe a même remporté le premier prix national non au harcèlement avec cette affiche sur l'inclusion et ils ont été reçus au plus haut sommet de l'État. C'était très émotionnel d'avoir gagné un prix pour aller à l'Élysée, de voir Emmanuel Macron et sa femme. De se dire ce qu'on fait nous en classe aussi c'est important, le président s'y intéresse, c'est que c'est important ce qu'on fait à l'école. Si un cas de harcèlement est signalé, les enseignants mènent des entretiens individuels avec les enfants pendant 2 semaines. Le but est de libérer la parole de la victime et de faire appel à l'empathie de l'élève intimidateur. Le climat s'est amélioré et puis on voit que les situations qu'on traite actuellement sont beaucoup moins importantes que celles qu'on a eues au départ, la première année. Bonjour.
Bonjour les enfants, bonjour. Ce jour-là, la gendarmerie vient faire de la prévention sur les dangers d'Internet. On a bien dit de ne pas parler aux inconnus, hein. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas forcément que les réseaux sociaux en tant que tels qui peuvent être, si je puis dire, dangereux. Certains élèves ont déjà fréquenté les réseaux sociaux alors qu'ils sont interdits aux moins de 13 ans. Le risque, c'est le cyberharcèlement que l'on rencontre désormais dès l'école primaire. Il y a des choses que les enfants, on voit, ils ne diraient pas à la récréation, mais ils le disent derrière leur écran. Ben oui, on se sent plus tranquille à la maison pour dire les méchancetés, mais la loi punit ce type de comportement et nous, dans le cadre d'enquête judiciaire, on est en mesure de trouver le ou les auteurs. Tout comme le harcèlement, le cyberharcèlement est puni par la loi. L'auteur et ses parents encourent jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Bonsoir Christophe Moreau, vous êtes chercheur en sociologie, spécialiste de l'éducation et vous avez beaucoup travaillé sur cette question du harcèlement scolaire. Souvent, les actions de prévention sont menées dans des collèges. Là, on l'a vu, c'est dès le primaire. Ça change quoi ? Bonsoir, mais oui, le développement du savoir-être et des relations sociales, c'est un apprentissage qui doit se faire dès le plus jeune âge, en fait, et pas attendre les années collège, où le harcèlement est très important dans la vie des collégiens, puisque ça concerne 10% des collégiens. Tout le monde semble pourtant un peu démuni face à la multiplication des faits, parfois avec des issues dramatiques. Christophe Moreau, qu'est-ce qu'un maire, concrètement, peut faire pour aider à la lutte contre ce harcèlement scolaire ? Un des sujets majeurs aujourd'hui dans nos sociétés, c'est de développer le savoir-être avec les autres, développer des compétences émotionnelles. Et le maire a la charge, s'il le souhaite, de développer un projet éducatif local où il va décliner avec les parents, les associations, les différentes parties prenantes et l'école. Il va décliner des valeurs, il va décliner des axes de travail justement sur le vivre ensemble, le rapport aux autres, les solidarités. Et c'est ça aussi qu'il peut faire grâce à ses services périscolaires. Donc l'école ne se réduit pas aux apprentissages cognitifs. Purement scolaire. Un mot peut-être quand même concernant l'usage des écrans. Là aussi, le maire, la collectivité peut jouer un rôle ? Oui, c'est un sujet majeur dans nos sociétés, sans parler du développement de l'intelligence artificielle, mais on sait qu'on a des enfants, des ados qui passent beaucoup de temps devant les écrans et ça empêche de faire d'autres apprentissages. Les enfants ne font pas assez d'activité physique, ils ne sont pas assez à l'extérieur. Ils n'ont pas assez d'activités de relation à l'autre. Donc le maire peut très bien, à travers son projet éducatif local, c'est des dispositions qui existent depuis 1998, la possibilité de faire un contrat éducatif qui associe l'école, les associations, la collectivité, donc pour développer par exemple la semaine sans écran, faire des rencontres avec les parents. Donc le maire a tout à fait cette légitimité-là. Et cette compétence. Merci beaucoup Christophe Moreau pour cet éclairage. Et pour terminer sur une note positive, je vous livre ce dernier chiffre de notre enquête. 61% des Bretons se disent optimistes pour l'avenir des enfants de leur commune. Vous l'aurez compris, l'action des maires en matière d'éducation est aussi étendue que capitale.